Bon, donc je m'appelle Anthony Poncet. Donc je remercie déjà, avant de commencer, je remercie Will de m'avoir invité. Il m'a contacté un matin sur Insta à la fraîche, quand j'étais encore dans mon lit, c'était les vacances. C'était cool. Donc je suis très content d'être avec vous. Donc moi, je vais vous parler d'aménagement foncier, donc de lotissement. Tout le monde a déjà vu un lotissement dans sa vie, je suppose. Il y en a peut-être même d'entre vous qui habitent dans des lotissements. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette petite présentation « Créer du cadre de vie », parce que quand on va créer un lotissement, en fait, c'est ce qu'on va faire. On est le premier maillon de la chaîne immobilière, en fait. Depuis ce matin, on a parlé d'acheter des appartements, d'acheter des maisons pour les rénover, mais il n'y aurait pas de maison, il n'y aurait pas d'appart si, à l'origine, elle n'était pas sur un terrain, quoi. Ça paraît logique. Donc, en fait, l'aménageur foncier, le lotisseur, il va créer la matière première, en fait, le premier maillon de cette chaîne. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous présenter un peu ce métier. Hop. Donc, sommaire, on va d'abord voir comment trouver un terrain, en fait, puisque l'aménagement foncier, c'est ça, c'est d'abord trouver un terrain qu'on va pouvoir diviser par la suite. Ensuite, on va étudier la faisabilité de la division, parce que ce n'est pas le tout de trouver un terrain, mais il faut savoir ce qu'on peut en faire aussi. Est-ce qu'il est divisible? Est-ce qu'il est constructible? Comment on va s'assurer de ça? Ensuite, on verra ce que j'ai appelé la division simple, donc, qui est pour moi la meilleure façon de faire ce métier, parce que c'est rapide, et c'est rémunérateur, et ça se trouve. Après, ce qu'on va appeler le vrai lotissement. Donc un vrai lotissement, j'entends ça par création d'espaces communs. On va faire une route, vraiment pour desservir des lots. Si jamais je dis des gros mots, des trucs que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, parce que quand je suis dans mon truc, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc juste pour dire, ça se fait en société, lotisseur. Moi, j'ai créé une SAS. Par contre, ça peut aussi concerner des gens qui ont hérité d'un terrain, qui sont en indivision, par exemple. Si vous avez hérité d'un terrain, vous êtes en indivision avec des frères, des sœurs ou des oncles et tantes, ça, vous pouvez le faire. Ce que je vais vous présenter, vous pouvez le faire. Mais sinon, ça se fait beaucoup en société. Alors, pour commencer, comment trouver un terrain? Ouais, la première chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur Le Bon Coin ou Se Loger. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé par limer ces sites Internet tant que je pouvais. Dès que j'avais quelque chose qui semblait correspondre, j'allais voir. Mais souvent, on revient bredouille et ça ne marche pas. On a beaucoup de particuliers sur ces sites qui vendent des terrains. Et pour eux, par exemple, si dans leur secteur, c'est 100 € du mètre carré, pour une parcelle de 500 mètres carrés pour construire, pour eux, ils ont 5 000, c'est 100 €, quoi. Donc, ils demandent 500 000 € pour leur terrain. Ils n'ont pas peur. Ils ne se rendent pas compte que notre marge, on l'a fait où, quoi. Donc, ces terrains, ils restent longtemps sur Le Bon Coin. Ils ne sont pas vendus, ils traînent. Mais par contre, de faire tous ces sites, ça permet de rencontrer beaucoup d'agents IMO. Et en fait, c'est avec eux qu'on peut faire les affaires. Donc, les agents immobiliers. Quand ils vous voient visiter, vous le voyez une fois, 2 fois, 3 fois, ils commencent à vous prendre au sérieux, ils vous écoutent, ils vous disent « mais dis-moi ce que tu cherches ». Alors on leur dit « je cherche un terrain que je peux diviser pour faire une opération de lotissement ». Et après, ils vont vous présenter les affaires en off, en fait, ce qui n'est pas sorti sur le marché, quoi. Et ça, c'est top. Et pourquoi l'agent immobilier il fait ça et pourquoi il vous privilégie, vous? Parce qu'il va faire une première commission sur vous quand il va vous vendre le terrain. Mais derrière, vous allez couper en 4, 5, 6, 7 lots et vous lui refilez la vente. Et là, au lieu de faire une fois la com, il va la faire une fois, plus 6, 7, 8, 9 fois. Et lui, il est super content. Et en plus, comme moi, ce métier, je voulais le faire vraiment dans une optique de liberté. C'est pas mon métier de vendre des terrains. C'est chronophage, ça prend du temps, il faut savoir faire. Et quand vous trouvez un bon agent immobilier, c'est une star, lui. Vous allez faire 10 visites sur place parce que vous allez prendre tous azimuts. Lui, il va cibler 2 personnes, il va vous trouver quelqu'un. Et en plus de ça, quand vous faites des bons copains agents immobiliers, ils pensent à vous pour des trucs géniaux. Et après, qui sera notre prochain allié pour trouver un terrain? Ça va être les notaires, puisque pareil, le notaire, comme l'agent IMO, quoi. Vous allez aller passer la vente chez lui, et puis après, vous allez lui donner toutes les ventes de vos terrains. Donc vous êtes aussi un client, et lui aussi, il va vous amener des affaires, puisqu'il va passer toutes les successions, en fait. Et souvent, ces grands terrains dont personne ne sait quoi faire, s'ils sont trop grands pour les vendre comme ça, les notaires les voient tous passer. Les géomètres aussi qui vont travailler avec vous et les maîtres d'œuvre dans une moindre mesure peuvent aussi vous aider à trouver un terrain. Donc une fois que vous avez trouvé votre super terrain, votre perle rare,
on va étudier, on va se dire, est-ce qu'il est divisible? Qu'est-ce que je peux en faire de ce terrain? Donc comment on va le savoir? Il faut consulter le plan local d'urbanisme. Alors, je ne sais pas, ça vous parle, le plan local d'urbanisme, le PLU? Donc en fait, voilà, pour résumer, chaque commune, elle est divisée en zones administrativement. Donc vous prenez le plan de la commune, vous localisez votre terrain, et il y a une zone qui correspond. Donc nous, on va étudier, on va être intéressé par les zones en U, hein, les zones à urbaniser, hein, UB, UC, toutes ces zones-là. Si c'est en zone A, agricole, on oublie. Hein. En zone N, naturelle, c'est mort, ces zones-là. Et ensuite, le premier document qui nous intéresse, c'est le plan local d'urbanisme. Et le deuxième, c'est le règlement du PLU. Donc c'est sur le règlement en fait, qu'on va faire correspondre la zone qu'on a vue et on va voir ce que nous dit le règlement. Donc en fait, quand on a trouvé notre terrain, on sait qu'il est divisible avec le PLU, on l'a vu dans le règlement que le terrain était librement divisible. On va pouvoir le diviser. Donc la division simple, ce que j'appelle la division simple, c'est qu'il n'y a pas d'espace commun. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, mais imaginez-vous par exemple un terrain le long d'une route, un grand terrain tout en long le long d'une route, vous le découpez perpendiculairement à la route. Chaque personne accède par la route existante, vous ne faites pas de travaux, rien du tout. Donc là, vous signez un compromis, vous mettez en condition suspensive l'obtention administrative de le diviser, vous l'obtenez, vous n'avez pas besoin de faire des travaux, vous pouvez vendre des terrains directement comme ça, même pas viabilisés. Et ça, c'est magique. Là, on peut faire des marges qui sont vraiment sympas. Donc ça se fait par l'établissement d'un document qui s'appelle une déclaration préalable, une DP. Donc les délais sont relativement courts. Pour une DP, c'est 1 mois. Et donc voilà, comme je l'ai dit, pas d'obligation de viabiliser les terrains. Vous ne faites pas de branchement d'assainissement, pas de branchement d'égout, pas d'électricité, pas d'eau, vous pouvez le vendre comme ça. Alors après, si vous êtes dans des secteurs tendus, un peu tendus, où ça se vend un peu moins vite, viabilisez-les, des fois ça ne coûte pas grand-chose, c'est mieux et ça fluidifie un peu le commerce. Si vous êtes dans des secteurs hyper prisés, ce n'est pas la peine. Vous le mettez à l'agent IMO, il sera vendu dans la semaine, vous n'avez même pas besoin de le viabiliser. Et donc je disais, délai relativement court. Donc un petit cas pratique de division en DP pour vous montrer. Je vous ai mis la parcelle en rouge pour bien qu'on l'identifie sur le plan cadastral. Et donc cette grande parcelle en long, on va la viabiliser, on ne va même pas faire de travaux en fait. Donc là, je vous ai remis le terrain bien découpé pour bien qu'on voit. Et là, en fait, il fallait être assez inventif parce que c'est un terrain qui était très en long. Donc on ne peut pas se permettre de découper des parcelles comme ça parce qu'on ne fait pas des terrains de bowling non plus, quoi. Et deuxième contrainte, c'est que les PLU, ils n'aiment pas quand il y a beaucoup d'accès sur une route. Donc là, mettons que vous vouliez le couper en 4, il faut absolument grouper les accès parce que sinon, ils ne veulent pas. Déjà, ils auraient préféré qu'on fasse un vrai lotissement, c'est-à-dire une voie bien au milieu, là, puis des terrains tout autour. Donc on a fait marcher notre cervelle et on a fait ça. C'est-à-dire qu'on a fait 4 terrains de 1000 m² qui sont un peu longs, mais là-bas, commercialement, ça passe. Et on a fait 2 grands terrains au fond de 2000 avec une voie pour aller au fond du terrain. Et en fait, on fait que 2 zones d'accès groupées. Et là, il n'y a pas de travaux, quoi. On découpe, on attend 1 mois et on revend. Donc, c'est assez sympa. Comment? La déclaration préalable, tu fais. Une déclaration préalable avec le géomètre et il fait le document d'arpentage et il découpe le terrain, en fait. Voilà. Non, sur celui-là, tu fais rien du tout. Alors nous, on a décidé de viabiliser les lots quand même pour que ce soit plus facile en commerce. Parce que ce qu'il y a de chouette avec le foncier, comme on dit, acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. C'est que des fois, ça met longtemps pour se vendre, mais ça se vend toujours. Nous, la banque, elle nous demande pour l'instant d'avoir 40% de pré-vente avant d'attaquer. C'est-à-dire que sur un dossier comme ça, il faut qu'on ait vendu 2 lots pour pouvoir démarrer, acheter le terrain. On les met sous compromis, on fait toutes les déclarations, mais on achète le terrain que quand on a le feu vert et que tout est divisé. Donc là, nous, on a choisi de viabiliser les lots pour que les gens ils soient tranquilles quand ils arrivent. Ça ne coûtait pas beaucoup plus cher sur ce dossier, ça coûte à peu près entre 6 et 7 000 euros par lot. Donc là, ça faisait 35 000 euros en tout. On a choisi de le passer dans le crédit avec le terrain. Au moins, on viabilisait et il n'y a pas de discussion.
Quand les gens ils arrivent, ils disent est-ce que j'ai l'électricité? Oui. Est-ce qu'il y a l'eau? Oui, oui, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à poser votre permis et ça aide la vente. Et après, ce que j'ai appelé le vrai lotissement. Donc, je vais vous présenter ça. C'est avec création d'espaces communs. Là, on va faire carrément une route. On fait une voirie, on fait des réseaux, on tire les égouts, on va amener de l'eau potable, on va emmener le téléphone, l'électricité, on va faire tous les travaux. Donc ça, c'est un peu plus lourd, mais il y a moins de concurrence. Et ça se fait par l'établissement d'un permis d'aménager. Donc un permis d'aménager, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus d'instructions, mais c'est un géomètre qui va s'en occuper les 3/4 du temps. Enfin, tout le temps d'ailleurs. C'est un géomètre qui va s'en occuper. Voilà. Et là, par contre, on a obligation de viabiliser les lots. Il faut absolument avoir fait la route pour vendre les lots. Pour que la division soit actée, il faut que tous les terrains soient viabilisés. Vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. Et les délais sont plus longs. Voilà. Le délai d'instruction d'un permis d'aménager, c'est 2 mois, mais souvent, ils demandent des pièces complémentaires, ça pousse à 3 mois. Ensuite, il y a un délai de recours des tiers qui va durer encore 2 mois, ou si un voisin n'est pas content. Alors aujourd'hui, la législation, elle s'est vraiment refermée et on ne peut pas déposer des recours sans que ce soit vraiment motivé, quoi. Et vu que les PLU sont aussi verrouillés, il y a beaucoup moins de recours qu'il y avait avant. Donc un petit cas pratique pour que vous situiez. Il y avait un premier lotissement qui avait été fait par la mairie. Là, on voit la route avec toutes les maisons. Un deuxième petit lotissement ici, avec la route là, puis 3 petites maisons, puis ce terrain au milieu là, qui appartenait à une indivision aussi. Donc là, j'ai remis le terrain avec le plan cadastral, et on voit qu'ils avaient déjà découpé en fait. Ils avaient fait 4 grandes parcelles, et puis ce chemin d'accès là, avec encore un bout de voie pour accéder au pré. Donc ça faisait quand même beaucoup de terrain perdu. Et nous, quand on a repris le dossier en main, donc là j'ai remis vraiment le plan cadastral, on a tout bougé. Et en fait, on a remis la voie au milieu. Et là, on a fait, au lieu de faire 4 lots, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lots. Donc après, il faut bien analyser son marché aussi. C'est pas le tout de le couper en 8 ou en 16. Comme on parlait avec William encore tout à l'heure, faut le faire avec le cœur, en fait. Faut aimer ce qu'on fait. Moi, c'est vrai que l'aménagement, c'est des choses qui m'intéressent. Et puis surtout, voir qu'est-ce qu'il y a dans la demande du quartier. Ici, on a fait des lots de 800 mètres carrés. Moi, pour le secteur, je trouvais ça un petit peu grand, mais c'était une volonté communale et le maire avait raison, ça s'intégrait en fait avec tous les lotissements d'à côté. Donc, il faut toujours peser la balance entre la rentabilité et aussi la commercialisation. Faire un produit qui va séduire les gens et qui correspond à la demande. Faire des terrains de 500 mètres carrés à la campagne, c'est plus rentable, mais ça sera plus long à vendre parce que les gens ont plus envie d'avoir 800 mètres carrés et un petit bout de jardin. Oui? En forme de L, ouais. En fait, il est ouvert. Il n'y a pas de route. Non. Alors, non, si tu veux, c'était une découpe administrative, en fait, qu'ils avaient fait. Et donc là, pareillement, quand tu as fait la route au milieu, ouais. C'est aussi une découpe administrative. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre du goudron. Si, justement. Et si tu veux, ici, pour vendre les lots, comment ça va se passer dans les faits? Toute cette indivision, je les mets sous compromis. Et dans mon compromis, je mets 2 conditions suspensives, celle d'avoir mon crédit et surtout celle d'avoir le droit de diviser et de faire ce que je veux. Ensuite, sur mes fonds propres, je lance tout le permis d'aménager. Donc, je fais toutes les démarches administratives. Et quand toutes les démarches administratives sont purgées de tout recours et entièrement validées, à ce moment-là, j'achète le terrain. Et entre-temps, j'ai mis mes lots en vente et j'ai mis des gens en promesse de vente. Je n'ai pas le droit de leur vendre le lot encore. Et je n'ai pas non plus le droit de les mettre sous compromis. Je leur fais signer une promesse de vente, comme quoi c'est unilatéral, mais je m'engage à leur vendre le lot, en fait. Et dès que j'ai acheté, je fais tout de suite les travaux. Donc, par exemple, sur un dossier comme ça, il y a 2 mois de travaux. On fait tous les travaux souterrains, si tu veux. On va tirer tous les réseaux. On va faire tous les cailloux sur la route pour qu'elle soit solide. Et là, je peux vendre les lots. Donc ensuite, les gens, je les mets sous compromis. Ils posent leur permis de construire. Dès qu'ils ont leur permis de construire, on passe les ventes à ce moment-là.
Et moi, là, je suis entièrement payé. Et je vais séquestrer sur un compte l'argent pour finir les travaux. Je les laisse à peu près 1 an et demi construire leur maison. Et une fois que tout le monde a fini sa maison, on prend les sous sur le compte séquestre et là, on fait les petites bordures, le goudron, le petit arbre, le lampadaire et tout ça. Voilà, ça se passe comme ça. Je suis pas allé trop vite? Ça va? C'est vrai? Ouais. Ouais. Donc, en gros, si je reprends du début, la façon dont ça se passe, c'est que je mets les gens sous compromis. Les gens qui me vendent le lot, je les mets sous compromis. Et en condition suspensive, je leur mets une condition de financement, c'est-à-dire que la banque m'accorde le financement de mon projet. Et aussi, je mets en condition suspensive mon autorisation de diviser. Que je ne me retrouve pas à acheter un terrain dont je ne puisse rien faire à part y mettre un cheval, quoi. Voilà. Et donc, une fois que les gens sont sous compromis, moi, je peux travailler parce qu'ils ne peuvent plus discuter avec personne, ils sont avec moi. Et je leur mets dans le compromis que c'est une vente longue. On met vraiment tous les délais. Une fois qu'ils sont sous compromis, moi, j'ai 2 choses à faire. J'ai à faire l'autorisation administrative. Donc là, je m'adjoins les services d'un géomètre, en fait. Je lui dessine ce que je veux. Et lui, il va tout déposer en mairie. Il va faire toutes les pièces qu'il faut dans le permis d'aménager. Et il le dépose en mairie. Donc ensuite, la mairie, elle va, si on a bien fait le travail, elle dit oui, au bout de 2 mois. Ensuite, il y a 2 mois de délai de recours des tiers où un voisin peut dire qu'il n'est pas d'accord contre le lotissement. Ça arrive très rarement. Au bout de 4 mois, ça veut dire que j'ai mon permis d'aménager. Pendant ce temps-là, je vais vendre mes lots. Je vais commencer la commercialisation de mes lots. Donc, je les donne à l'agent immobilier. Et lui, il va faire signer des promesses de vente, en fait. Comme quoi, moi, lotisseur, je m'engage, en fait, à leur vendre un terrain aux gens. Ça les engage, on peut faire ça chez le notaire et on peut leur demander une petite avance de provision sur frais. Dès que j'ai mon autorisation de diviser et dès que j'ai mes préventes, j'achète. Donc, j'achète le terrain chez le notaire, à mes vendeurs. Et ensuite, je lance tout de suite mes travaux. J'achète le mardi, je lance les travaux le mercredi. Et on essaye d'aller le plus vite possible. Et sur un chantier comme ça, 2 mois, on va faire tout ce qui est souterrain, en fait, tout ce qui est sous le sol. On va creuser la route, on va mettre les égouts, on va mettre l'eau potable, on va mettre l'électricité, le téléphone, tout ce qu'il faut pour viabiliser un lot. Et ensuite, on met toute la couche de cailloux sur laquelle les voitures elles vont rouler. Mais en fait, ça reste en chemin pour l'instant. C'est du caillou, les gens roulent sur les cailloux. Et là, moi, je peux avoir mon autorisation de vendre les lots à ce moment-là, parce que les lots sont viabilisés. Donc là, le notaire va me donner l'autorisation de vendre, et là, maintenant, je vais passer mes ventes avec les gens que j'ai mis en promesse de vente. Le vendeur. Tu as signé un compromis avec le vendeur. Ouais. Tu as dit, je vous achète le terrain uniquement si la banque me finance. C'est ça. Et la banque te finance uniquement si tu as commencé à vendre, prévendu tes lots. Tout à fait. Ah ouais. Moi, si tu veux, dans le compromis avec mon vendeur, je ne mets pas de clause de lui dire que j'ai vendu des lots, puisque c'est la banque qui me le demande. Ouais, mais... Je n'ai pas besoin de la mettre. Ah, donc, en fait, tu es sûr de l'acheter oui. Quand tu l'as vendu en partie. Oui. C'est ça. Et moi, ça me permet de laisser la clause de financement dans un compromis, c'est super, parce que imagine qu'il arrive quelque chose, on ne sait pas, je dis n'importe quoi, mais demain, ils me construisent une centrale nucléaire à côté, je dis que je n'ai pas eu mon financement. Parce que je n'ai pas allé vendre des lots. Remarque, si, la centrale nucléaire, ça peut être un bon plan, parce qu'ils emploient des gens et... Ouais, on ne sait pas. Ça peut être un bon plan, en même temps que je le dis. Mais voilà, j'ai répondu à ta question. C'est bon? Ok, donc ça va, je ne suis pas allé trop vite pour l'instant. J'ai essayé d'expliquer, mais bon. Donc, ce qui nous intéresse, combien ça rapporte tout ça? Donc en fait, pour savoir comment ça rapporte, ce qu'il faut, c'est ce que j'ai appelé moi la méthode du compte à rebours. En fait, c'est la marge en premier. On définit d'abord combien on veut gagner, en fait, avant de savoir. Et ça va nous donner en remontant le prix maximum qu'on va payer pour le terrain. Donc la marge minimum que moi je vise, c'est 20%. Il ne faut pas descendre en dessous parce que ça peut être dangereux. Et en pratique, là, le cas que je vous montrerai, c'est ce que je fais. Moi, je mets 25% pour être sûr. Tu mets 30 ? Ouais. Alors, en foncier, c'est vrai que moi, dans le secteur où je suis, les prix évoluent très peu ces campagnes.
et c'est province. Donc, on prend moins de risques. Mais pour moi, c'est minimum, là j'ai mis 20, mais la vérité, c'est minimum 25% du chiffre d'affaires de l'opération. L'apport demandé, c'est 10 à 20% du coût de revient des travaux. Ce n'est pas du chiffre d'affaires de l'opération. C'est du coût que ça revient d'acheter le terrain plus faire les travaux. Pour les premières opérations, ils demandent 20%, puis après ça baisse, et si on est bien vu, ça peut descendre à 10%. Généralement, c'est 10-15%. Un petit exemple pratique. Donc, mettons qu'on ait un lotissement de 4 lots. On a trouvé un terrain, on sait qu'on peut faire 4 lots dessus. La première chose à faire, c'est définir les prix de revente. C'est ce que disait William ce matin, c'est combien je vais le vendre. Donc là, il y a plusieurs solutions. On peut aller voir sur le Bon Coin s'il y a un peu de concurrence. On peut faire une moyenne un peu de quelques terrains qu'il y a sur le Bon Coin, puis ça permet de voir un peu aussi ce qui se vend, ce qui est recherché. Il faut enlever en général au moins 10% pour avoir les prix à peu près réels. Ça, c'est la première méthode. La deuxième qui est bien, c'est d'aller voir l'agent IMO. Et la méthode infaillible, c'est d'aller voir son notaire ou son géomètre. Ils ont une base qui s'appelle Géofoncier et qui répertorie en fait toutes les dernières ventes qui se sont faites. Donc là, vous avez le prix auquel ça s'est vendu, la surface. Vous pouvez remonter vos prix au mètre carré, vous êtes sûr de votre coût. Donc la première chose à faire, c'est définir le prix de revente des lots. Faut rester réaliste. Donc mettons qu'on a trouvé, on sait que nos 4 lots, ils vont se vendre 100 000 € chacun. Donc on sait qu'on va faire 400 000 € de recettes sur cette opération. Si on se fixe une marge de 25%, nous, on veut gagner 100 000 € là-dessus. Après, on va calculer notre montant de travaux. Donc là, je ne m'étendrai pas sur le montant des travaux, c'est un exemple. Hein. On sait que là-dessus, on va avoir 90 000 € de travaux à faire. Et on va calculer notre TVA sur marge, donc comme l'a dit Sonia tout à l'heure. Je ne reviendrai pas non plus sur le calcul de la TVA sur marge, elle l'a expliqué. Alors la TVA sur marge dépend du prix d'achat. C'est pour ça qu'ici, moi j'ai un fichier Excel qui le fait. Quand on bouge son prix d'achat, ça bouge la TVA sur marge. Et ça va nous donner le prix maximal à proposer au vendeur pour le terrain en fait. Donc le prix du terrain, le maximum qu'on veut payer, c'est notre recette totale, moins la marge, moins le coût des travaux, moins la TVA sur marge. Donc ici, le prix du terrain, la recette totale, 400 000 €, moins notre marge 100 000, les travaux 90 000, la TVA 40 000. On sait que si on veut 25% de marge là-dessus, il ne faut pas payer le terrain plus de 170 000. Donc, notre petit exemple, notre petit bilan d'opération. Donc on a acheté un terrain 170 000 €. On a fait un chiffre d'affaires de 400 000. L'apport engagé, donc là j'ai compté 20% de tout ce qu'on a dépensé, c'est-à-dire nos 170 000 € de terrain et nos 90 000 € de travaux. On a engagé 50 000 € d'apport, nous, dans cette opération. On a réalisé 100 000 € de marge. Donc, on a multiplié notre apport par 3, quoi. Et c'est pas trop mal, quoi. Ça, on peut le faire à peu près, il faut 1 an et demi. Ça dépend. Si c'est une division simple, comme on a vu, ça peut être fait dans l'année. Et si c'est un lotissement, il faut compter un peu plus, 18 mois à 2 ans. Voilà. Il faut bien garder en tête que la marge qu'on fait, c'est le dernier lot qu'on vend. Donc, tant qu'on n'a pas vendu le dernier lot, on ne sait pas vraiment non plus ce qu'on a gagné. Et le gros avantage de ce métier, c'est surtout que vous passez du temps à chercher les terrains au début, mais ensuite, les gens vous trouvent tout seuls. Quand ils savent que vous êtes sérieux et que vous le faites bien, les agents immobiliers vont vous faire travailler. Et puis, c'est vachement gratifiant d'avoir aménagé vraiment le paysage. Là où il y avait un pré, on a fait des maisons, on a fait évoluer l'urbanisme de notre coin. Donc voilà, j'ai terminé. Si vous avez des petites questions, je suis prêt à y répondre. Pas tous en même temps. Non, si j'ai été clair, écoutez. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, j'ai mis mon Instagram en bas, ça s'appelle Une vie de liberté. En dessous, c'est l'Instagram de mon associé qui travaille avec moi. Et puis, j'en profite pour le dire ici, mais si vous me suivez, j'ai écrit un livre justement là-dessus, sur l'aménagement foncier, où je vais vraiment dans le détail. Donc, c'est si jamais vous avez hérité d'un terrain en indivision ou si vous avez envie de faire ça, je pense que c'est sympa, ça rentre vraiment dans le détail. C'est un ouvrage pratique, assez technique, mais on va de A à Z. Vraiment, on vous prend par la main du début jusqu'à la fin. Donc,